Bonjour, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. C'est merveilleux d'avoir tant de personnes qui nous ont rejoints pour ce webinaire organisé par le CII sur les prochaines orientations stratégiques de l'OMS sur le renforcement des services infirmiers et obstétriques. Et nous sommes ravis de l'organiser en partenariat avec nos amis et collègues de l'OMS. Elisabeth Hiro, notre responsable des soins infirmiers, est vraiment la force motrice derrière l'état de la profession dans le monde. Elle dirige le travail pour le développement de cette stratégie. Je parlais de Carrie McCarthy. Nous avons de nombreuses associations nationales d'infirmiers qui nous rejoignent cet après-midi. En même temps que ces associations, vous devez savoir que beaucoup de ces groupements Nursing Now ont fusionné et se sont transférés vers le CII. Nous avons travaillé avec un certain nombre de groupements Nursing Now sur des événements à la fin de l'année dernière. Et il y en a beaucoup qui nous rejoignent cet après-midi et qui vont parler et contribuer à cet événement. C'est notre deuxième webinaire de la journée. Ce matin, nous avons eu 60 pays qui ont participé et qui ont contribué leur point de vue à cette consultation. Et je pense que nous allons atteindre presque le même nombre pour ce deuxième webinaire cet après-midi. Et donc, je suis confiant que nous allons pouvoir vraiment donner à nos collègues de l'OMS une perspective globale de ce que les priorités doivent être pour la prochaine stratégie. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous vivons une époque sans précédent, mais cela veut dire probablement que c'est peut-être le document le plus important sur la stratégie que nous avons jamais écrit. Les années à venir pour notre profession et pour le monde vont être critiques, avec des défis persistants, mais également des opportunités énormes. L'événement cet après-midi est interprété. Si vous souhaitez écouter en espagnol ou en français, vous choisissez la langue en bas de l'écran avec le bouton Interprétation et cliquez sur la langue qui vous convient. Nous avons envoyé dans toutes les langues de l'OMS la consultation, le document de consultation qui est disponible également sur notre site Web. Si vous n'avez pas encore vu le document, n'hésitez pas à aller le chercher sur le site Web. Nous allons enregistrer cet événement. Nous l'avons enregistré ce matin. Bien sûr, nous prenons des notes et tout ce que vous allez dire dans l'heure et demie qui suit avec ce que nous avons entendu ce matin va être compilé dans un rapport pour nos collègues de l'OMS. Alors, le format de cette séance, c'est que nous allons d'abord entendre Elisabeth Hiro et Carrie McCarthy qui vont nous donner une vue globale de cette consultation. Et ensuite, on va avoir toute une série d'interventions de partout dans le monde, environ 15 ou 16 intervenants. Puisque nous avions tant de personnes qui voulaient parler, on n'a pas pu accepter tout le monde. Ceux qui vont parler vont rester très concis. Ils auront chacun environ 3 minutes pour partager leur point de vue avec nous. Mais il y a aussi la fonction questions et réponses et la fonction discussion en bas de l'écran. Si vous avez des questions, on vous demande de les mettre dans les questions et réponses que nous allons recueillir et intégrer dans notre réponse. Et également, si vous avez une observation ou un document que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à le mettre sur le bouton chat ou discussion. Et on gardera toutes ces informations. On recueillera tous vos commentaires. Mais avant de passer à Elisabeth et à Carrie McCarthy, c'est un grand plaisir que je vous présente notre présidente, Annette Kennedy, qui va donc
introduire le séminaire. Merci, Howard. Bonjour à tous, que ce soit matin, après-midi ou le soir. C'est super de voir autant de collègues et amis de partout dans le monde. Merci d'avoir pris le temps de se joindre à nous. C'est vraiment formidable d'avoir Elizabeth et Carrie et les groupements Nursing Now. Merci. C'est probablement la discussion la plus importante que nous aurons dans cette année civile. Il faut garantir qu'on ait de bonnes orientations stratégiques pour les services infirmiers et obstétricaux pour 2021 et 2025. Et c'est votre opportunité d'y contribuer. On avait un rapport et on a eu de la chance que l'OMS, Elizabeth, Jim, Carrie ont contribué à publier ce rapport même en avril pendant le COVID. Et donc, on a ce rapport pour pour servir de cadre avec l'information provenant de tous les pays. Et sans ce rapport, on n'aurait pas pu avancer. Et c'est évident avec cette pandémie qu'il faut renforcer nos systèmes de santé. Nous avons vu les conséquences drastiques d'avoir des systèmes de santé faibles avec un manque de préparation et un manque de ressources, avec des infirmiers surchargés. Et nous avons perdu énormément de vies pour cette raison. Et on ne peut pas accepter cela. Il faut changer les modèles de soins. Nous devons les changer en tant qu'infirmiers parce que je pense que nous savons ce qu'il faut et nous savons mieux que quiconque. Mais malheureusement, même si tout le monde parle de postes de leadership, nous ne sommes pas centraux à la stratégie et à la politique. Et même pour voir ce qui se passe maintenant par rapport à la stratégie pour la COVID et même dans les task force, il faut améliorer cela. Et en tant qu'infirmiers, nous avons bien travaillé avec nos associations pour communiquer, pour témoigner et pour collaborer avec le CII. Mais il faut construire là-dessus. C'est notre année pour construire l'avenir. Nous avons souffert beaucoup de pertes et beaucoup de stress traumatique pour les infirmiers. Mais il faut regarder l'avenir. Nous allons surmonter la COVID. Nous aurons les vaccinations, mais nous devons encore investir. Nous devons avoir davantage d'infirmiers bien équipés, bien formés pour une couverture de santé universelle, pour atteindre les objectifs de développement du millénium. Et on ne peut pas le faire comme par le passé. Et je suis ravie de vous écouter. Et il faut vraiment interpeller nos gouvernements. Les gouvernements n'ont pas réalisé l'importance d'investir dans les infirmiers, l'importance pour l'économie et les milliards qui ont été investis pour éradiquer la COVID ou pour préserver l'économie. S'ils avaient investi tout cet argent ou même moins d'argent, s'ils l'avaient investi dans le développement et le renforcement des systèmes de soins, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc, on ne veut plus jamais revivre ça à l'avenir. Donc, merci de votre participation et regardons l'avenir ensemble. Merci, Madame la Présidente. Et vous avez vraiment focalisé sur le point central. Pourquoi ces discussions sont si importantes pour la profession aujourd'hui et pour le monde de la santé. Maintenant, je vais passer la parole à Elizabeth et Carrie pour leur introduction et leur mots de bienvenue, mais ensuite, elles vont nous parler un petit peu du document, du projet de ces orientations stratégiques dont nous allons parler cet après-midi. Donc, Elizabeth, c'est à vous. Merci, Howard. C'est un honneur d'être avec vous, encore une fois, sur cette plateforme CII pour parler de cet ordre du jour. Merci, Howard, Annette et votre équipe pour avoir rendu ce webinaire possible. Et bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore vus sur d'autres forums. Et j'espère que ce sera une meilleure année pour la santé de tous. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir pris le temps pour contribuer à ce document sous forme de projet. Beaucoup d'entre vous ont été engagés dans la réponse à cette pandémie de COVID-19. Et merci beaucoup pour votre soutien pour le développement aussi de vos stratégies vaccinales dans vos pays. Et donc, nous apprécions énormément
le fait que vous preniez le temps, que vous nous donniez le feedback pour ce document. Nous voulons nous assurer que nous garantissons vraiment le soutien qu'il faut pour les infirmiers et les sages-femmes dans tous les pays. Nous voulons écouter leurs contributions pour atteindre les cibles, les objectifs de santé nationale. Avec les recommandations du rapport State of the World's Nursing, nous avons travaillé avec tous les responsables et les leaders d'associations, avec les régulateurs. Nous avons vraiment essayé d'identifier des priorités clés que vous avez proposées pour renforcer la profession. Et nous sommes heureux de renforcer ces 4 priorités. Donc, leadership, emploi, formation initiale et pratique. Mais nous voulons vraiment entendre vos avis. Alors, je vais vous donner un peu d'historique sur le travail de l'OMS. Sorry, can you speak a little bit louder, please? On ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, Elisabeth? Alors, pour donner un peu d'historique au travail de l'OMS et le rapport avec les infirmiers et les sages-femmes, vous voyez que cela fait partie de l'histoire de l'OMS et il y a eu un nombre certain de résolutions depuis 1949. Il y a eu, bien sûr, l'année 2020 était l'année internationale de l'infirmier et de la sage-femme. Alors, pour vous donner aussi une idée du processus, l'année dernière, à l'Assemblée mondiale de la santé, nous avons vu à la cérémonie d'ouverture, il y a eu vraiment un champion des infirmiers qui a lancé cette année. Et on a demandé à l'OMS de s'engager pour mettre à jour ses orientations stratégiques pour les années à venir et d'avoir des consultations avec les États membres. Donc, pour votre information, l'idée, c'est d'aider les pays, leur donner des options pour les aider à renforcer leurs approches. Donc, cette année internationale de l'infirmier et de la sage-femme a vraiment amené des contributions importantes avec des données factuelles. Tout ceci a été développé en partenariat avec donc, le CII, donc le Conseil international des infirmiers, avec le ICM, donc la Confédération internationale des sages-femmes et l'OMS. L'idée, c'est de vraiment aider ces professions à progresser vers des objectifs communs, de surmonter la pandémie et de focaliser sur d'autres questions comme le changement climatique, la gestion de la migration ou de garantir l'accès dans les zones isolées aux soins. Voilà ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, voilà le processus de consultation mondiale et régionale. Nous pensons terminer ce processus à la fin du mois. Tout commentaire et feedback de votre part est bienvenu. D'ici là, donc, ça a été traduit dans toutes les langues de l'OMS et également en portugais. Donc, à partir de cette consultation aujourd'hui,
il y aura une réunion le mois prochain avec les États membres et on pense finir d'ici le mois de mai à la 74e Assemblée mondiale de la santé. Donc, nous voulions vraiment nous assurer que votre feedback soit reçu et noté. On veut que ce soit un document clé pour l'avenir, pour renforcer les professions d'infirmiers et de sages-femmes dans le monde. Et je suis passionnée de participer, de vous écouter, d'entendre vos commentaires pour nous aider à renforcer et améliorer encore ce document. Donc, merci beaucoup. Alors, j'enchaîne. Oui, allez-y, Carrie, vous pouvez enchaîner. Merci beaucoup. Merci, Annette, Howard et votre super équipe d'avoir organisé cette consultation. Je m'appelle Carrie McCarthy et je travaille dans le département des personnels de santé de l'OMS. Et je suis vraiment intéressée à entendre vos points de vue pour nous aider à améliorer encore plus ce document, pour qu'il soit hautement pertinent pour votre travail. Alors, bon, je vais faire un petit résumé de ce document. J'espère que vous l'avez vu et vous le connaissez un peu. En fait, il y a 4 domaines clés. La formation, l'emploi et le leadership, qui étaient les 3 domaines clés à partir du rapport sur l'état, le State of the World Nursing et State of the World Midwifery. À partir de ces 2 rapports, nous avons identifié les 3 domaines et ensuite on a rajouté le domaine de la pratique. Et à l'intérieur, il y a une orientation stratégique pour chaque domaine, pour dire où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, où est-ce qu'on peut être si on met en place ces priorités politiques qui sont décrites dans le document. Donc, sous chaque orientation politique, il y a des priorités politiques et on pense que si on atteint ces priorités, ça va nous aider. À l'intérieur, il y a aussi ce qu'on appelle les mesures de facilitation que chaque partie prenante peut faire pour mettre en place cette priorité. Il y a aussi un cadre de suivi et de responsabilité. Pendant la réunion de la triade, vous nous avez tous dit que vous vouliez ce cadre de suivi et de responsabilité. Donc, je vous montrerai ce cadre et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. L'objectif, c'est la cible, c'est vraiment les décideurs, mais dans tous les pays, ça peut être beaucoup de parties prenantes. Donc, il faudra l'engagement d'un pays entier pour vraiment avancer sur ces priorités et pour aller dans ces orientations stratégiques. Je voudrais dire aussi que le mandat de nos États membres était pour une stratégie conjointe pour les infirmiers et les sages-femmes, pour les raisons historiques que Elisabeth a expliquées. Mais nous sommes bien conscients que ce sont 2 professions bien distinctes, comme l'OIT l'a bien souligné également. Mais les politiques et les orientations stratégiques doivent s'appliquer aux 2 professions, mais s'il y a des problématiques différentes pour les infirmiers ou pour les sages-femmes, ou si leurs priorités sont différentes, n'hésitez pas à nous le dire et à contribuer vos pensées là-dessus. Alors, je vais vous parler rapidement des 4 domaines. Donc, pour la formation initiale, chaque chapitre est basé sur 3 éléments essentiellement. Quelles sont les données factuelles que nous avons qui proviennent de ces rapports et les autres données factuelles qui ont été publiées pendant l'année internationale de l'infirmier et de la sage-femme. Par exemple, en formation, nous savons qu'il y a beaucoup de variétés dans les niveaux initiaux à partir de l'éducation secondaire jusqu'à la maîtrise. Nous savons qu'il y a aussi des différences et des différences en qualité pour garantir une qualité. Il y a des difficultés pour s'assurer que les diplômés ont les compétences requises pour satisfaire aux besoins des populations. Il y a aussi des problèmes avec le nombre de diplômés. Est-ce qu'il y a suffisamment de diplômés? Et il faut avoir des données factuelles sur tout cela. Et les données factuelles sont très importantes sur tous les domaines de formation. Donc, l'orientation
stratégique, il s'agit de vraiment avoir suffisamment de personnel infirmier et obstétricaux qui sont diplômés pour répondre à la demande du système de santé. Alors, pour l'emploi, nous savons qu'il y a des données factuelles concernant la distribution et c'est souvent lié à des problématiques de mobilité internationale. Par exemple, souvent, les infirmiers ne travaillent pas dans le pays où ils sont nés et le recrutement et la rétention restent des problèmes importants, surtout dans des domaines mal desservis. Et les données factuelles sont très importantes. Donc, notre orientation stratégique focalise à vraiment avoir un meilleur accès aux infirmiers et aux sages-femmes parce que nous avons pu recruter et retenir ces personnels là où il y en a besoin. Et vraiment, la gestion des personnels qui utilisent ces données pour prévoir les besoins du marché du travail. Donc, ça, ce sont les 4 priorités sous le thème emploi. En ce qui concerne la pratique, nous allons focaliser sur l'efficacité de la pratique des infirmiers et des sages-femmes lorsqu'ils sont soutenus dans leur environnement de travail. Nous savons qu'il y a beaucoup de restrictions sur leur pratique des infirmiers et des sages-femmes et dans une variété d'environnements. Ça peut être lié aux réglementations, aux restrictions, au niveau de l'institution où elles travaillent. Et donc, l'orientation stratégique, c'est que nous voulons que ces professionnels puissent vraiment contribuer en mettant à profit l'intégralité de leur champ d'activité. Donc, que ce soit les validations des diplômes, le développement du leadership, etc. Et le quatrième sujet, c'est vraiment l'environnement du travail pour être sûr que les infirmiers et sages-femmes ont les EPI, que le salaire est décent, qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de harcèlement, qu'il n'y a pas de biais, qu'il y a des mécanismes de recommandation et que leurs gestionnaires les soutiennent, par exemple. Et ça vraiment renforce la profession. Et le dernier thème, c'est le leadership. Nous avons vu qu'il y a des problèmes d'égalité des genres et les infirmiers et les sages-femmes, dès le départ, nous l'avons dit, elles ne sont pas pleinement représentées au niveau des forums de prise de décision dans les pays. Ils ne sont pas représentés à plusieurs niveaux dans les systèmes de soins et même dans la recherche pour les lignes directrices. Souvent, c'est lié au fait qu'il n'y a pas l'opportunité pour le développement du leadership et il n'y a pas toujours un responsable des soins infirmiers en poste qui pourrait vraiment donner cette gouvernance et renforcer ce personnel et vraiment donner des bonnes contributions à façonner la politique. Et donc, il faut s'assurer qu'il y ait vraiment ces postes de haute responsabilité dans le gouvernement qui va vraiment gérer les personnels et aussi vraiment contribuer à la santé de la population et au planning de soins. Et il y a aussi, il faut développer une génération future de leaders avec des programmes nationaux pour aider à développer ces infirmiers et ces sages-femmes pour qu'ils puissent vraiment s'approprier ces positions de leadership. Et ça, ce sont les 4 thèmes et les éléments clés dans les 4 thèmes. Et maintenant, je vais vous parler rapidement du cadre de suivi et de responsabilité. Et la logique, c'est en bas. Lorsque vous avez un engagement large avec les parties prenantes, on peut ensuite avoir des données nationales qui sont utilisées pour le dialogue politique autour de ces questions clés. Toutes ces priorités de politique vont demander du dialogue avec beaucoup de parties prenantes. Ce dialogue est vraiment la fondation des décisions prises sur la base des données factuelles. Et si on veut mettre en place ces priorités, on peut vraiment arriver à notre orientation stratégique. Donc, c'est ça la logique derrière le document.
avec aussi ce cadre de suivi de responsabilité. Alors, le cadre est basé sur deux types de reporting, direct et indirect. Le direct serait quelque chose qu'on va solliciter auprès de vous tous les 2 ans pendant le forum et puis aussi pendant les réunions de la triade. Donc, on va vous demander de donner vos informations concernant le progrès sur ces politiques. Et la façon indirecte, c'est d'utiliser, donc c'est ce qu'on appelle les NHWA, ce mécanisme de reporting qui a été utilisé pour le rapport, pour les 2 rapports SOWN et SOWMY. Tous les États membres se sont mis d'accord pour adopter cette stratégie. Donc, c'est un processus annuel que les gouvernements mettent en place chaque année et dans les 2 rapports, infirmiers et sages-femmes, on va demander à ces personnes de travailler avec quelqu'un au ministère pour partager les données factuelles pour les infirmiers, les personnels infirmiers et les personnels sages-femmes. Et on utiliserait ce mécanisme de reporting annuel également. Dans chaque priorité, il y a des données NHWA qui va refléter donc le changement et on suggère aussi des sujets de dialogue qui pourraient aider à avancer la mise en œuvre de cette politique et quelles seraient les décisions à prendre. Donc là, je vous donne l'exemple pour la formation, par exemple, pour l'emploi. Je vous donne des exemples ici avec les données, le dialogue et la décision, le processus décisionnel. Et là, je vous donne un exemple aussi sur le leadership. Par exemple, dans le suite sur le leadership, il y a des données sur le leadership et la planification du personnel au niveau ministériel. Et par exemple, de dire la présence d'une infirmière en chef et l'importance de cette présence. Mais si un pays n'a pas déjà établi ce responsable ou cette infirmière-chef, il y a une discussion sur quels seraient les rôles et les responsabilités pour cette personne. Quelles étapes devraient être mises en place pour soutenir cette personne afin que cette personne ait un rôle dans le processus décisionnel. Et ensuite, la décision serait l'établissement de ce type de poste. Et ça serait quelque chose qui pourrait être documenté au forum. Donc voilà, j'ai résumé très rapidement le document et le cadre de suivi de responsabilité. Quelques questions qu'on a posées, par exemple, c'est on demande aux gens de réfléchir si oui ou sinon l'orientation stratégique montre là où on veut être dans 5 ans et là où on pense que tous les pays peuvent être dans 5 ans, ou si ces priorités politiques, si on les met en œuvre, si ça nous amènera à cet objectif. Et si les mesures de facilitation décrites dans le document vont vraiment amener cette politique à être mise en œuvre. Est-ce que le dialogue et le processus décisionnel vont aider? Et est-ce que ce mécanisme de reporting direct et indirect pourrait être efficace? Et on a eu des suggestions ce matin de vos collègues. Donc, si vous avez des suggestions, cela nous intéresse. Mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls sujets sur lesquels on veut vous entendre réagir. Mais maintenant, je vais repasser la parole à Howard. Elisabeth et Carrie, merci beaucoup pour être très concis et très clair par rapport à la stratégie. This is a strategy that follows on from State of the World's Nursing Report and also the triad discussions. Many of you were involved. C'est la suite. On ne repart pas de zéro, c'est la suite du travail qui est déjà mis en place avec les 2 rapports. Il y a beaucoup de contributions déjà dans le chat. Il y a beaucoup de commentaires à faire sur quelles sont les priorités dans la stratégie que nous avons présentée. Donc, Carrie a parlé des 4 grands axes que nous allons développer. Maintenant, on va passer à plusieurs interventions des associations nationales d'infirmières, des groupements de Nursing Now partout dans le monde. Et nous avons demandé à
tous les intervenants aujourd'hui d'identifier quelle zone particulière entre les 4 grands axes ils estiment d'être le plus important. Donc, on va commencer déjà avec des contributions, des interventions misées sur le leadership. Et on va demander à nos intervenants aujourd'hui aussi de ne pas juste penser aux priorités, mais aussi de réfléchir par rapport aux actions et les indicateurs qui vont avec. Donc, chaque priorité avec les indicateurs et les actions. Donc, on va passer tout de suite à nos collègues Norvège. Donc, Lill Larsen, c'est le président de l'organisation Nursing Now. Donc, il était déjà diplômé GONI. Donc, il est aussi vice-président de Nordic Nurses Federation, donc qui accueille Nursing Now pour les pays nordiques. Donc, Neil, la parole est à vous. Merci. Merci, Howard. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais bien remercier CII pour cette réunion très importante et ce débat. Donc, je m'appelle Lily, donc je suis la présidente de l'organisation norvégienne et je parle au nom de Nursing Now Nordic. Donc, il s'agit de 6 pays et 340 000 infirmiers. Donc, on aimerait bien intervenir dans tout ce qui s'appelle, tout ce qui concerne leadership. Donc, je parle plus précisément de page 7, là, sur les positions de haute responsabilité des infirmières. Donc, la priorité politique doit vraiment mettre en exergue la nécessité d'avoir des postes de haute responsabilité pour les 2 secteurs infirmiers et sages-femmes et que ce soit établi dans tous les pays. Et voilà, cette pandémie, nous avons vraiment mis en évidence le rôle crucial, important des infirmiers. Et c'est vrai que l'OMS était responsable parmi d'autres structures pour renforcer le rôle des infirmières dans tous les États membres. Donc, pour donner un exemple, au nom des pays nordiques, donc dans les structures équivalentes, quand on a fait une cartographie en 2019, nous avons identifié une priorité politique, mais on pense que l'idée de leadership, c'est pas qu'un leadership au nom du titre. Non, il faut, voilà, des fois, on a le titre, mais il n'y a pas forcément l'autorité ni la responsabilité qui va avec. Donc, il faut vraiment garantir qu'il y a de la puissance, si vous voulez, dans les actions. Donc, je pense que l'OMS a le potentiel de vraiment donner la capacité aux infirmiers et ce document pourrait être vraiment utilisé comme point de départ, comme référent. Et on dit aussi qu'une image vaut 100 mots. Et je pense qu'il y avait énormément d'images pendant l'année 2020 que nous, les infirmiers sont vraiment au cœur du succès ou de la force du système de santé publique. Et donc, dans les nouvelles orientations stratégiques, il faut vraiment souligner l'importance de tous les États membres ou que tous les États membres établissent plus d'opportunités pour les infirmiers et que nous avons suffisamment de responsabilités et opportunités pour agir au nom de ce secteur. Donc, il faut vraiment qu'on transmette ce message très fort. Merci beaucoup à vous tous. Lily, thank you very much. Super. Merci pour ce départ très clair, très spécifique, très ciblé. Oui, c'est important d'avoir des infirmiers en chef, mais c'est pas qu'un titre. Non, c'est pas que le nom de la personne, c'est vraiment avoir la puissance derrière. Et je pense que c'est important que tout le monde partout dans le monde regarde nos collègues nordiques pour leur exemple de leadership, parce que, comme vous dites, il y a un grand pourcentage chez vous vous offrez beaucoup de soutien pour donner l'exemple au reste du monde. Donc maintenant, on va passer au Canada. Mike Villeneuve. Mike, c'est le PDG de l'Association canadienne d'infirmières. Bonjour Mike, la parole est à vous. Merci beaucoup, Howard. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être bref et concis. Donc, j'ai quelques messages à vous donner d'ici au Canada. Donc, d'abord, on apprécie beaucoup le travail que vous avez fait, ce projet. On aime bien les directions, les orientations stratégiques. Je dois parler de leadership aujourd'hui. Et le COVID nous a appris beaucoup de choses cette année. Et je pense que là, voilà, nous sommes dans une période pic. C'est clair, quand on regarde les résultats,
au niveau des soins, que les différences au niveau de leadership vraiment impacté la vie ou la mort des patients. Donc, leadership, c'est vraiment au cœur de notre métier du secteur infirmier et je pense que c'est important de focaliser là-dessus dans ce pays. Nous croyons que les orientations stratégiques sont vraiment très, très fortes. C'est vraiment bien pour favoriser le développement des compétences. Par contre, on parle de la formation, l'éducation pour le leadership, mais c'est pas très précis. C'est pour qui? C'est dans quel but? On parle de tous les infirmiers, toutes les compétences de leadership et de gestion. Nous avons nos effectifs en infirmiers sont vraiment très compétents. Nous sommes très fiers, mais par contre, on faisait partie d'une étude, on a parlé avec 950 infirmiers, dont 920 ont vraiment participé. C'est vraiment un taux de participation très, très élevé. Et pour la plupart de ces infirmiers, ils s'estimaient tous d'être dans une position de leadership. Il y avait moins de 50% parmi ce groupe qui avait vraiment de la formation au niveau de leadership. Donc, nos budgets, les investissements pour l'éducation ont diminué depuis 2015 et on trouvait que le point faible était là où c'était dans le domaine d'être conscient de soi-même, de pouvoir identifier les faiblesses. Et là, dans ce domaine-là, il y avait vraiment un score très bas de 25%. Donc, les ressources humaines et toutes les pratiques pour développer les compétences étaient considérées comme vraiment pas une priorité importante. Donc, c'était clair qu'engager l'implication des effectifs était considéré comme une priorité, petite priorité. Donc, nous avons des compétences, mais on ne donne pas d'estime, si vous voulez, à nourrir, alimenter ces compétences. Nous avons plus de 45 000 infirmiers qui ont des positions de haute responsabilité. En ce qui concerne la recherche, ce qui est terrible, c'est que aussi peu de pourcentage de ce groupe ont été formés officiellement. C'est fou. Donc, on met des gens dans les positions, des postes de haute responsabilité. On demande qu'ils soient innovants. Ils gèrent des budgets énormes avec un impact important, mais ils n'ont pas l'éducation, la formation derrière. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on va continuer à travailler avec vous. Il faut être très clair. Quelles sont les compétences que nous ciblons? Il vous reste donc quel est le cadre dans lequel on va travailler? J'ai presque fini. Quelles sont nos attentes pour chaque infirmier dans sa pratique? Et ceux qui sont dans les positions de haute responsabilité, c'est vrai que nous avons vraiment driver tout ce qui concerne chercher des postes de haut niveau, mais il faut vraiment travailler et être clair sur qu'est-ce que ça veut dire le leadership et quelle est la formation pour créer ces leaders du lendemain. Merci beaucoup, Howard. Mike, merci beaucoup. Super, vraiment super. Voilà, il faut vraiment approfondir ce sujet de qu'est-ce que c'est leadership. C'est pas juste une question d'hôpital, c'est le cadre, les EHPAD. C'est beaucoup plus large que ça. C'est pas juste une question de cocher les cases. Il faut que ce soit équitable. Il faut vraiment être basé sur les compétences. Donc voilà, merci pour ce. Si vous pouvez nous envoyer le lien à ce travail que vous avez fait, parce que c'est ce genre de rapport qui va aider Karen dans notre stratégie, dans le document final. Maintenant, on va passer du Canada jusqu'à Andorre. Donc, Sylvia Bonnet, elle est la coordinatrice pour le groupement Nursing Now en Andorra. Sylvia, la parole est à vous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce webinaire, cette occasion d'expliquer notre travail, notre environnement au sein du groupe. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous. J'aimerais, voilà, je vais parler de notre travail à la fin du 2019, mais bien sûr, c'était bouleversé par le COVID parce que pour la plus grande partie de nos membres du groupe, ils étaient tous impliqués pour faire face aux patients dans le contexte de la pandémie. Donc, notre rapport existe, mais un des objectifs clés de ce rapport, c'est vraiment promouvoir les rôles de leadership parmi les jeunes infirmiers. Pourquoi on travaille là-dessus? Donc, j'étais ministère de la Santé auparavant.
ministre de la Santé et j'ai travaillé dans un poste de parlementaire à Andorra, donc j'ai beaucoup d'expérience dans la prise de décision et comment gérer la politique, voilà, pour élaborer la politique pour le secteur de la santé publique. Et c'est voilà, donc c'est très important de miser sur ce levier politique. Donc, je suis consciente de cet apport. Et au niveau des universités, donc, il y a un cursus exprès qui est exprès pour tout ce qui est leadership et la gestion, qui est vraiment adapté aux besoins en ce qui concerne la santé dans le pays. Donc, ça parle aussi de la responsabilité politique dans la prise de décision afin de pouvoir laisser développer notre système de santé. Dans ce cursus, les étudiants étudient l'impact des lois, des législations sur la vie des patients et aussi la gestion de la santé. Et aussi, ils sont poussés à développer les propositions de politique de santé, comme s'ils étaient des ministres eux-mêmes de santé. Donc, ça permet de développer un esprit critique pour analyser comment gérer le système de santé. On veut former la perception de ces jeunes par rapport à la responsabilité politique. Donc, ça veut dire qu'un infirmier a aussi une dimension plutôt politique par rapport à son rôle. Il faut donner plus de sens, de confiance et le sens de la capacité de pouvoir prendre un rôle de responsabilité au sein de la santé publique. Donc, dans l'éducation supérieure et dans le parcours de développement professionnel par la suite, on pense aussi à voir ces infirmiers comme ceux qui sont dans le terrain, mais aussi ceux qui sont en train de jouer un rôle dans la prise de décision et pour élaborer la politique. Sylvia, merci beaucoup. Merci. C'était très bien de penser aux besoins des jeunes infirmiers, des étudiants. C'est très important de ne pas les oublier et c'est bien d'en parler aussitôt dans cette séance. Je pense que les compétences en leadership et la compréhension de la politique, non, c'est pas pour plus tard, forcément, il faut commencer dès le début. Ce sont des compétences qu'il faut démarrer très jeune et je pense que c'est important dans la formation de commencer tôt au début de la carrière des infirmiers. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Maintenant, on va passer à Grenada. Patricia Strachan, qui est la présidente de l'association des infirmières de Grenada. La parole est à vous. Pardon, de Grenada. Is Patricia with us? Patricia, est-ce que vous êtes là? On ne vous entend pas. Elle est en mode silencieux. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Alors, je pense qu'on va revenir tout à l'heure. Voilà, on va rester sur le sujet de leadership quand même et je vais essayer maintenant de me connecter avec Enwani au Niger qui vient juste de nous rejoindre. Donc, il est coordinateur de Nursing Now Nigeria, ce groupement. Donc, on vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Alors, on n'entend pas tout à fait. D'accord. Je veux vous parler brièvement. Il y a peu d'infirmières qui ont l'opportunité d'être dans une position d'autorité et d'influencer, d'avoir une prise de prendre des décisions à haut niveau. Donc, il n'y a pas d'infirmières dans les positions de haut niveau. Il faut changer cette situation. Il faut vraiment qu'on pousse les infirmières à un autre niveau. Donc, ce n'est pas qu'une situation, une question de pandémie. Il faut vraiment qu'on agisse tout de suite. Il faut se retrouver, nous, les infirmières, dans une position gouvernementale où on peut être face aux décisionnaires pour opérer les changements et pour vraiment changer les pays. Donc,
Il faut vraiment que les infirmières soient dans une position d'autorité. On peut se démarquer, on peut être entendu. Nous sommes intelligents, nous sommes vraiment au cœur du système de santé et nous avons les capacités. Mais il faut qu'il y ait de changements. Il n'y a pas d'opportunité pour le faire. Mais on laisse les autres prendre les décisions. Ce n'est plus possible. Donc, il faut que les infirmiers soient vraiment au centre, dans une position de prise de décision. Il faut vraiment changer les décisions, les orientations stratégiques des autorités. Donc là, pendant le COVID, à cause de ma position, j'ai pu être entendue à tous les niveaux. Donc, je pense que moi, j'étais capable de faire en sorte qu'il y avait des EPI pour tout le monde à cause de ma position. Mais ça, c'était juste pendant la pandémie. Mais moi, je veux que ce soit une situation permanente. Il faut qu'il y ait plus d'infirmiers en position de responsabilité pour pouvoir opérer les changements positifs pour le système de santé. Sinon, il n'y aura pas de changement. Il faut que ce soit dans tous les pays et surtout ici en Nigerie. Merci beaucoup. Merci à tous. Enaune, j'ai vraiment senti votre passion comme si vous étiez juste là à côté de moi à Genève. Vraiment, je sens votre passion, votre engagement et c'est absolument vrai. C'est très important ce que vous dites. Il ne suffit pas juste d'avoir des positions. Si vous n'êtes pas dans une position de prise de décision, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment faire partie de ce processus. Allez, on va passer maintenant à Claudette Jamaica. Claudette James, la coordinatrice du groupement Nursing Now, le comité Nursing Now et l'Association nationale d'infirmières Jamaica. À vous, Claudette. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour de Jamaica. Merci pour cette opportunité de partager les actions à inclure dans cette orientation stratégique. Et moi, je vais parler de leadership aujourd'hui. Et mes recommandations sont les suivantes. Qu'il y ait un sous-comité de la triade en ce qui concerne la politique doit focaliser sur les stratégies concrètes de leadership, pratiques, emploi et formation pour les infirmiers et les sages-femmes. Et ces stratégies doivent être présentées au ministère de la Santé et que ce même comité fait le suivi de progrès de la mise en œuvre de ces stratégies, que nous favorise les partenariats entre les ministères de la Santé et d'autres structures pour continuer avec la formation numérique dans la matière de leadership, de pouvoir attribuer les mentors à chaque participant pour garantir que les infirmières arrivent à être diplômées à la fin. Il faut créer des associations d'infirmières qui participent activement au programme de changement. Donc, il faut vraiment investir dans ce secteur. Il faut développer des missions structurées de chaque diplômé, les cursus qui aident les programmes de mentors et aussi qui développent les compétences qui vont impacter la politique de santé par la suite. Il faut mettre des comités et des recommandations d'infirmiers et de sages-femmes au niveau régional en collaboration avec les gouvernements qui prennent les décisions. Donc, il faut donner l'occasion aux infirmières de pratiquer vraiment pleinement et mettre en pratique leurs compétences. Il faut créer des comités au niveau de la santé, l'emploi et la formation et surtout notre voix. Il faut avoir la visibilité en public. Il faut être entendu par la presse, les médias, les articles qui soulignent l'importance des infirmiers dans le système de santé et aussi au niveau des questions financières. Merci. Merci beaucoup. Vraiment très intelligent, très pratique, les astuces de comment au sein de chaque pays on peut adopter et faire le suivi des stratégies. Donc vraiment, cette approche collective est très intéressante entre les parties prenantes. Non, c'est pas un suivi au niveau uniquement global, c'est aussi au niveau national aussi. Donc, en revenir à Grenada, Patricia, présidente de l'Association des infirmières à Grenada. Voilà, vous avez activé votre micro, je vois. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour tout le monde. Bonne année. Merci pour cette occasion de parler aujourd'hui avec vous. Donc, l'OMS et le CII
On parlait de leadership, vous avez établi les orientations stratégiques. Ce n'est pas la première direction, le premier plan, non. Par contre, ces orientations stratégiques entre 2021 et 2025 parlent de la transformation des changements avec peu de ressources. Nous savons tous quelles sont les contraintes. Nous avons identifié les priorités, mais tout dépend des gouvernements dans chaque pays. C'est qui mène, c'est qui prenne les décisions au niveau de la politique et la stratégie de chaque pays. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir atteindre nos objectifs? Il y a beaucoup d'économies à travers le monde touchées par le COVID de manière différente. Quelques cas, il y avait les dettes, il y avait les nombres des infections. Chez nous, on n'avait pas énormément de morts, on avait un cas de mort. Par contre, notre économie est bâtie sur le tourisme et avec les régulations, les réglementations et les restrictions, notre industrie de tourisme a été très impactée. Et du coup, on pose la question de comment progresser, comment est-ce qu'on va avancer avec ces orientations stratégiques. Nous avons identifié les priorités et les stratégies. Et la question est la chose suivante. Nous avons déjà les contraintes au niveau de l'éducation. Nous n'avons pas, par exemple, une école d'infirmières nationale. Donc, il n'y a pas d'endroit où on peut pratiquer le métier. Et c'est là où on voudrait bien investir avec les actions concrètes. Et comment trouver un vrai poste respectueux, un vrai poste pour les infirmiers et les sages-femmes? Ou comment est-ce qu'on peut retenir, comment est-ce qu'on peut faire face à la pénurie? Comment est-ce qu'on peut placer ces infirmiers dans d'autres zones pour faire un équilibre, créer un équilibre à travers le pays? Et comme j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a déjà dit qu'il y a un budget négatif en ce qui concerne la santé. Mais nous croyons que si on développe une stratégie ensemble, ce sera possible si les pays travaillent ensemble avec une orientation stratégique. On peut agir à faire les résultats avant le mois de juin. Et je pense que si on crée une structure financière, nous serons capables d'opérer des changements et atteindre nos objectifs. Et surtout si le CII joue un rôle central dans cette collaboration, pour vraiment passer à l'acte et encourager nos gouvernements de faire partie de cette stratégie, d'aborder ces priorités. Donc, je pense que l'avenir pour nous, c'est vraiment mettre en place cette orientation stratégique pour faire en sorte que les pays soient obligés d'agir ensemble pour regarder l'égalité des sexes, par exemple, les leaderships. Merci beaucoup. Patricia, merci beaucoup. Encore une contribution très importante et une question clé, l'investissement. Où se trouve l'argent? Voilà, Carrie et Elizabeth, je pense que vous allez parler de ça dans le rapport avec les États membres la semaine prochaine. Et je pense que c'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'investissement dans l'éducation. Vous n'avez pas de faculté, de fac, université pour former vos infirmiers. Donc, on passe de leadership à la formation. Nous avons quelques contributions sur la question de formation initiale. Alors, on va passer au Mozambique maintenant. Grazio Fenes-Gombe, donc le coordinateur de Mozambique Nursing Now, le groupement Nursing Now au Mozambique. Donc, on vous passe la parole. Merci. Nous souhaitons féliciter le CII et l'OMS pour cette initiative globale, mondiale, pour cette stratégie d'orientation, ce programme de développement que vous avez mis en place. Au Mozambique, nous parlons au nom de plus de 15 000 infirmiers dans notre pays. Et ici, dans ce pays, nous sommes prêts. Nous sommes vraiment prêts à agir par rapport à ce programme entre 2021 et 2025. Et je pense que les objectifs que vous avez établis
Et les suggestions qui sont présentées sont très encourageantes et notre recommandation, c'est d'avoir une plateforme globale. Il faut créer cette plateforme surtout autour du sujet de leadership. Et pourquoi cette plateforme? Pour que tous les pays puissent partager leurs ressources pour apprendre et avoir un programme mondial par rapport à la question de comment développer le secteur des infirmières par le biais du management et leadership. Et encore une autre grande question, il faut demander vraiment plus de soutien. Soutien local, que ce soit les bureaux OMS locaux, pour soutenir les programmes pour les infirmiers dans nos pays. Surtout dans les pays où il y a des faiblesses dans ce secteur-là. Par exemple, au Mozambique, nous n'avons pas de soutien de l'OMS en ce qui concerne les programmes pour les infirmiers. Encore une autre question importante, c'est ce qui est important, c'est d'inclure les infirmiers dans les forums à haut niveau, dans toutes les communautés de santé. Pourquoi? Pour pouvoir jouer un rôle pour élaborer la politique de santé. Ici, au Mozambique, nous avons toujours ce défi. Nous avons un souci de représentation. Où se trouve la prise de décision? Pourquoi il n'y a pas d'infirmiers à ce niveau-là? Et nous souhaitons, on voudrait avoir plus de participation. Nous sommes vraiment motivés. Nous allons faire de notre mieux pour mettre en place cette structure, de vraiment mettre en place ou mettre en œuvre ce programme 2021-2025. Gracio, merci beaucoup. Très pertinent, surtout par rapport à l'éducation et la formation digitale pour augmenter l'accès à l'éducation. Ça, c'est très important. Et aussi de garantir que toutes les régions de l'OMS soient vraiment touchées. Ce n'est pas que CII et l'OMS et les groupements Nursing Now. Non, il faut avoir plus de présence au niveau régional. On va rester sur le sujet de l'éducation. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, de vous parler à tous. J'aimerais remercier l'OMS et le CII pour ce travail incroyable qu'ils font pour les infirmiers. Mais maintenant, je vais parler en espagnol parce que c'est ma langue maternelle. Voilà. Le fait de nous retrouver face à la pandémie nous fait comprendre l'importance des infirmières et les ressources humaines doivent avoir des capacités de leadership pour être dirigeants aussi au niveau du soin de la population mondiale. Je voudrais dire que les plans des programmes de l'éducation doivent être actualisés avec des politiques et nous devons avoir la voix nécessaire pour que la prise de décision soit prise en compte. Et puis, on doit développer également la possibilité de proposer des soins à distance en utilisant toutes les ressources digitales. Les professionnels de soignants doivent comprendre aussi tout ce qui a trait à la santé mobile pour pouvoir avoir toutes les ressources qui les aident à prendre des décisions. Et il faut aussi, dans les programmes d'éducation, améliorer la capacité de réponse immédiate dans des pandémies comme celle-là. Il faudrait aussi leur apprendre la capacité d'usage des preuves scientifiques, des éléments de preuve, pour pouvoir améliorer des traitements dans le cas de maladies graves. Et les infrastructures technologiques et digitales sont aussi très importantes à enseigner. Enseigner également le support.
le support et leur apprendre également à ne pas être face à des risques importants. Il faudrait aussi enseigner les pratiques, mais en regardant tous les risques qui peuvent encourir les personnels. Et c'est très important que les étudiants, et principalement les étudiants des dernières années, puissent réaliser les travaux pratiques avec aucun risque. Pour cela, nous avons besoin de l'aide des ministères et des gouvernements. Les programmes de formation doivent être équivalents, de préférence avec les autres pays, pour que les personnes, les étudiants puissent se déplacer, puissent faire des travaux pratiques et également pratiquer les soins à distance. C'est très important que les diplômes soient équivalents et il faut qu'il y ait un gros effort de délivrance des diplômes et qu'ils soient vraiment équivalents parce que les professionnels exposent leur vie, mais exposent également la vie de leur famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yassine, merci. Et en particulier, ce que vous avez dit sur l'importance de la formation vraiment taillée pour l'objectif. Si vous devez vraiment capter ces éléments clés, ces ingrédients clés. Et si vous avez des idées, j'aimerais bien que vous puissiez les partager avec nous. Alors, chers collègues, nous allons faire un petit saut du Pérou vers le Mexique pour Perla Sosa, qui est la présidente du Collège national des infirmiers du Mexique. Perla, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je vous remercie. Je remercie également la OMS et le Conseil international des infirmières de m'avoir invité. Je voulais partager sur les pratiques, en particulier ceux qui font des stages, les étudiants qui font des stages dans notre pays. C'est très important de pouvoir obtenir des diplômes aussi qui concernent les pratiques. Et il y a trop peu d'attention à ce niveau-là. Nous avons un projet qui s'appelle Enfants sains, adultes sains. Et dès très tôt, il y a une formation sur la protection de la santé et puis on diffuse quels sont les modes de vie qui permettent d'avoir une meilleure santé à l'avenir. C'est quelque chose que nous avons aussi en respectant les objectifs durables. C'est quelque chose qu'il faut enseigner. Nous enseignons également sur le maniement de l'eau et également au niveau de la cueillette de légumes, etc. Et de comment laver les légumes. Dans notre faculté, nous travaillons avec la faculté de Saragosse et nous avons des travaux pratiques aussi avec eux. Nous essayons que ces enseignants, que ces étudiants puissent avoir une formation pour éviter qu'il y ait des grossesses non désirées parmi les adolescents. Nous voulons également enseigner les infirmiers et infirmières de premier niveau sur une matière que nous avons appelée vivre avec les jeunes. Donc, l'objectif de cela, c'est que l'étudiant puisse promouvoir l'attention à ce groupe d'adolescents pour pouvoir préserver la santé, puisque c'est un problème que nous avons au Mexique, celui des grossesses des adolescentes. Et puis, nous avons beaucoup plus de contenu si vous le désirez et nous pourrons vous dire quelles sont nos propositions, les indicateurs et les mesures d'évaluation. Dans notre pays, nous avons besoin de renforcer le premier niveau de soins. Et les étudiants en infirmerie apprennent en particulier cette première attention des premiers soins. Et donc, nous pouvons vous partager plus d'informations à l'avenir. Merci. Gracias, Perla. Merci, Perla. Des commentaires super. Et particulièrement, je voulais souligner ce que vous avez dit
concernant les contributions des infirmiers à la santé reproductive et maternelle. Il y a un rapport qui va être publié, je crois, en mai cette année. Et nous savons, avec nos collègues sages-femmes, qu'il y a de nombreux infirmiers qui travaillent dans les maternités, dans les services reproductifs. Et je pense que les infirmiers sont très, très nombreux dans ce secteur. Donc, c'est un bon rappel de la contribution des infirmiers à ce secteur. Maintenant, nous allons à Myanmar, en restant avec le thème de la formation. Dor Halong est la coordinatrice nationale pour le groupement de Nursing Now de Myanmar. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour et bonjour à tous. J'aimerais remercier toutes les personnes responsables de cette réunion. De la part des infirmiers de Myanmar et des sages-femmes, ce document d'orientation stratégique et ce processus de dialogue, nous le soutenons pleinement. Nous sommes d'accord pour contribuer et pour continuer les contacts. Nous croyons que ces orientations vont contribuer à réaliser les objectifs du développement durable. On voit qu'il y a nous devons augmenter la rétention des infirmiers. À cause de la COVID-19, nous gérons, nous réussissons à protéger la communauté et on essaye de continuer en même temps nos plans stratégiques sur l'éducation, la formation et la pratique. Tous les infirmiers et tous les sages-femmes ont des discussions sur ces questions pour essayer de penser à comment on va pouvoir mettre cela en place à Myanmar. Ces priorités ont été discutées chez nous en ce qui concerne leur mise en œuvre. J'aimerais parler d'une de ces priorités pour la formation. À Myanmar, nous commençons avec un diplôme et ensuite, il y a des diplômes au niveau maîtrise et doctorat. Il y a 53 écoles d'infirmiers et 2 universités. J'aimerais contribuer 5 pensées. Il faut renforcer les programmes existants. Nous avons besoin de davantage d'investissements dans les plateformes de e-learning. Il faut améliorer l'éducation interprofessionnelle. 30 seconds left. Numéro 3, il faut promouvoir davantage de recrutement, investir pour produire des programmes de qualité. Et numéro 5, merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé de comment on intègre nos réflexions sur le leadership et la formation et dans le contexte d'équipes multidisciplinaires professionnelles également. Maintenant, on va parler plus du thème de l'emploi et les prochaines contributions seront focalisées sur les emplois. Pour commencer, nous allons en Argentine. Nous allons entendre Sonia Gomez, qui est la présidente de la Fédération d'infirmiers argentins. Sonia, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous, bon après-midi. Je représente la Fédération argentine d'infirmières et je voudrais remercier l'INSEE et l'OMS pour votre invitation. On voudrait parler sur les postes de travail et d'emploi que dans certains pays sont
correspondent vraiment aux normes et aux réglementations, mais ce n'est pas le cas dans notre pays. En Argentine, nous avons analyser tous les apports nécessaires pour engendrer une politique pour attirer et retenir du personnel en tant qu'infirmière et sage-femme, là où on en a le plus besoin, car nous considérons qu'il y a un besoin de préparer des étudiants pour les zones rurales, pour pouvoir aider les professionnels dans des questions de santé. Et puis, ces personnes, ces étudiants qui auront après leur diplôme puissent revenir exercer la profession dans des endroits ruraux ou autres. Nous aimerions aussi intégrer dans le programme de formation quelles seraient les politiques d'attirance, comme par exemple organiser des campagnes pour développer les fonctions et faire connaître l'évolution de la profession. Également, appliquer des mesures de protection sociale administrative dans lesquelles on inclurait la diminution de double emploi. Par exemple, également les indemnités de pratique, des congés maladie payés et puis les assurances contre les risques professionnels. Il faudrait aussi analyser les barèmes ou les grilles de salaire par rapport au salaire en vigueur et du salaire vital et regarder également les rémunérations et avoir des systèmes de rémunération plus équitables, plus neutres également, et même dans le secteur public. Nous aimerions aussi sensibiliser le public dans le fait qu'il est important d'avoir des syndicats qui puissent arriver à des conventions sur les salaires et les conditions de travail, et pas dans notre, comme il arrive en Argentine, où les syndicats sont en train de former des infirmières, mais il faudrait que ceci soit intégré dans les programmes du gouvernement. Et puis, il faudrait intégrer aussi toute la formation d'infirmiers dans les programmes généraux des soignants. Et nous appuyons les 4 orientations stratégiques sur le travail qui sont proposées dans la OCIO. Et puis, c'est important d'évaluer les résultats et essayer d'avoir un dialogue interministériel en travaillant également avec des associations professionnelles, avec des établissements d'enseignement, des employeurs du secteur public et privé, et que tout ça soit en bénéfice des infirmiers. Et tous ensemble, nous sommes plus forts et nous savons que dans toute crise, il y a des opportunités. Et dans ce cas, nous pouvons aller au-delà de cette situation de la pandémie en améliorant notre situation. Nous allons vous envoyer ces documents. Merci beaucoup. Gracias. Merci, Sonia. Très important ce que vous dites au niveau de la réglementation et les normes aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Le recrutement, ça, c'est la partie facile. Ce qui est difficile, c'est retenir les infirmiers, retenir les professionnels. C'est aussi important, presque plus important que le recrutement. Donc, merci beaucoup d'avoir vraiment mis en exergue ces points-là. Maintenant, on va passer au Mexique, à la Fédération des infirmiers au Mexique, Teresa Maldonado Guiza, la présidente de la Fédération au Mexique. Teresa, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi aussi, je voudrais commencer par remercier l'Organisation mondiale de la santé et le CINC pour me donner cette opportunité pour pouvoir vous parler au nom de l'infirmerie, les infirmiers du Mexique. Nous avons donc des collèges d'infirmiers dans toute la République du Mexique. Et nous savons qu'il y a de grands défis devant nous. Nous devons travailler énormément pour répondre à ces défis
Mais il est nécessaire d'avoir des politiques publiques pour pouvoir avancer dans le sens de la maturité nécessaire que les infirmiers dont ils ont besoin. Mais au Mexique, nous n'avons pas les décisions politiques qui puissent aller en faveur des étudiants et des travailleurs en tant qu'infirmiers. C'est pour cela que pour pouvoir intégrer les personnes diplômées sur le marché du travail, les syndicats pourraient donner plus de place aux personnes diplômées. Également, il faudra travailler avec des partenaires avec lesquels on a eu une relation avec les différents gouvernements, mais il y a un problème dans le sens qu'il y a des personnes qui travaillent sans une rémunération suffisante. Donc, dans cette pandémie, nous avons vu à l'évidence qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et les institutions publiques n'ont pas eu la quantité suffisante d'infirmières et ont dû faire des recrutements à toute vitesse pour pouvoir répondre aux nécessités que la pandémie a mis en lumière. Nous pensons que c'est ces pouvoirs des dirigeants que doit avoir vraiment tout le secteur des infirmiers à mettre en valeur. Leur rémunération doit être juste et par rapport au travail qui est fait. D'autres choses à améliorer qui sont un défi pour le Mexique également, c'est la suivante. Par exemple, faire des recommandations dans le sens où l'économie mexicaine puisse avancer avec les partenariats bilatéraux et multilatéraux nécessaires qui vont permettre d'avancer à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau de l'emploi. Tout ceci est un défi pour nous parce que les infirmières doivent connaître quelles sont leurs obligations, mais également leurs droits et qu'elles puissent les défendre, que les rémunérations soient à la hauteur, que les rémunérations soient payées au moment nécessaire et que le niveau de formation soit aussi reconnu, qu'il y ait plus de places et plus de postes de travail car il n'y en a pas suffisamment. Et c'est vrai que s'il y a plus d'infirmières, il y aura moins de mortalité. Et merci beaucoup. Et également, comme on nous a donné que 2 ou 3 minutes, je ne peux pas dire tout, donc je vous enverrai tous les documents. Teresa, merci, gracias. Énormément, c'est très, très puissant ce que vous dites, encore une fois, sur l'importance des postes pour protéger les professionnels du secteur. C'est l'année OMS pour les professions de la santé. Donc, c'est 65% des effectifs. Donc, c'est vrai que nous allons continuer à être vraiment, on va focaliser là-dessus cette année, dans cette année des professionnels de la santé. Donc, maintenant, on va passer d'Amérique du Sud vers l'Europe. On va parler avec Julia Jankobikova, la coordinatrice pour Nursing Now en Slovaquie. Julia, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Merci à l'OMS et à Annette et tout le monde pour cette occasion de parler. Donc, je pense que nous avons des statistiques et aussi nous avons un centre d'information aussi. Nous avons 39, presque 40 000 des infirmiers et presque 4 000 sages-femmes. Et puis, on a d'autres dans d'autres pays, dans les autres pays concernés. Et en 2020, nous avons vu 900 personnes partir à cause du Covid, la retraite et d'autres. Et il n'y avait que 751 nouveaux infirmiers et une quarantaine de sages-femmes. Donc, on était bouleversés par le Covid et nous avons à peu près 5,2 000 habitants et on a besoin de 12 000 infirmiers dans le système, dans les deux professions. Donc,
c'est une profession dans les deux cas très sous-estimée dans le pays. Donc, d'un point de vue social, donc nous sommes vraiment à la traîne. C'est pas que parce que c'est très compliqué, mais les gens ne sont pas attirés à ces métiers. Il n'y a pas suffisamment d'intérêt et je pense que dans la population locale, il n'y a pas suffisamment d'intérêt. Donc, ce qu'on propose dans la stratégie, c'est de vraiment investir plus dans les salaires des infirmiers et des sages-femmes pour vraiment promouvoir un système très flexible de l'emploi avec des heures de travail, d'avoir des rapports, de vraiment travailler sur la manière dans laquelle ils peuvent mettre en place leur semaine de travail au niveau des heures, la gestion, aussi d'autres avantages, les effets très motivants qui encouragent et attirent les candidats pour vraiment s'intégrer dans ce métier. Et aussi, ce n'est pas que, c'est à tout niveau, c'est dans les soins de santé primaires, mais aussi la couverture sanitaire universelle. Donc, il faut vraiment travailler pour rendre plus attirant ce métier, avoir plus de communication, être plus présent dans la prise de décision. Donc, sinon, ça va impacter très négativement la santé de notre pays. Voilà, il faut revenir sur un système de remboursement à 100%. Julia, merci beaucoup. Voilà, dans 3 minutes, vous avez vraiment illustré votre compréhension de votre marché. Vous avez donné les données et après, vous avez interprété ça dans quel type de politique pour répondre à ces problématiques. Donc, souvent, on regarde les données et après, on passe à la question de comment faire au niveau de la politique. Donc, merci beaucoup. Vous avez vraiment encapsulé énormément d'informations. C'était super. Merci. Maintenant, on va passer au Salvador. Notre collègue Nora Barahona, qui est présidente de l'Association nationale des infirmières en El Salvador. Nora, c'est à vous la parole. Bonjour à tous depuis El Salvador. Merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce webinaire. Je vais faire quelques commentaires par rapport à l'emploi. L'emploi nous semble être quelque chose de vraiment fondamental. Nous avons donc ce document d'orientation stratégique de l'OMS sur les services infirmiers et obstétricaux qui nous semble quelque chose de très important pour l'infirmerie mondiale. Je pense qu'il faudrait en plus ajouter à ce document l'importance de l'immersion dans l'importance du recrutement des infirmières pour que nous puissions avancer dans une couverture universelle de la santé. Il faudrait que dans les ministères de la santé, il y ait des budgets plus importants dédiés spécifiquement à la sélection et au recrutement de personnel infirmier. Donc, il me semble que ce devrait être beaucoup plus appuyé, beaucoup plus clair dans ce document. Nous en avons vraiment besoin au Salvador et c'est vrai que nous utilisons beaucoup les documents de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour ça que j'insiste, il faudrait que ceci doit être mieux expliqué. Il faudrait aussi avoir plus de détails sur l'évaluation et sur les processus. C'est-à-dire d'ici 2023, qu'est-ce que l'on veut avancer et combien a apporté chaque pays de façon à faire avancer ceci. Il faudrait aussi mettre de façon obligatoire dans ce document le fait que les associations professionnelles et les collèges professionnels non seulement doivent participer, mais en plus, elles doivent aussi avoir des critères objectifs et des objectifs de recrutement de personnel avec des grilles de salaire qui doivent être définies selon les activités des postes des infirmières de chaque pays. Je pense que tout ceci peut donner beaucoup d'encouragement aux infirmières et également les ressources humaines que doivent avoir les centres, les établissements vont être de mieux en mieux formés et tout ceci encourage le personnel.
Donc, je répète, ce serait important que dans ce document d'orientation stratégique de l'OMS sur les services infirmiers obstétricaux, ces aspects soient mieux détaillés et c'est un document qui devrait être diffusé au niveau mondial pour qu'on puisse tous collaborer dessus. Merci beaucoup. Nora, merci beaucoup. Vraiment très riche votre intervention. Je voulais vraiment souligner le fait que vous avez parlé de la couverture sanitaire universelle et à quel point c'est important de vraiment garder notre concentration sur cet aspect-là et le marier avec ces sujets des infirmiers et des sages-femmes. C'est vraiment des objectifs globaux qu'il faut garder en tête pour tout le monde. Donc, merci beaucoup pour cette contribution. On va passer à notre dernier intervenant, c'est le membre du conseil d'administration et vice-présidente pour les Amériques, c'est Pamela Cipriano. C'est à vous la parole. Merci, c'est un vrai plaisir de parler avec vous cet après-midi des orientations stratégiques. Je vais parler plus précisément de l'emploi pour retenir les infirmières et les sages-femmes et aussi dans le contexte de la pratique et l'environnement, le contexte. Nous avons du mal à recruter, nous avons des problèmes de rétention qui sont encore plus accrus. Donc, c'est une tendance qui a continué pendant la pandémie et un quart des infirmiers qui veulent quitter la profession. Au début de la pandémie, les infirmiers commençaient à parler de manque de EPI et savaient tous qu'ils n'étaient pas suffisamment protégés par rapport aux patients et ils étaient souvent en contact avec le virus. Donc, cette manque de respect ou inattention pour la protection des infirmiers a propulsé le niveau de mortalité aussi. Donc, il y avait plusieurs pays qui parlaient de 50% des nurses qui ont souffert de burn-out. Et maintenant, avec le COVID, nous avons vu les béances, les manques dans notre politique et il y avait des infirmiers qui étaient touchés par la mort et la maladie, pas seulement le burn-out. Donc, les sages-femmes et les infirmiers n'étaient pas protégés non plus de la violence. Ils étaient en état d'anxiété très élevé pendant la pandémie. C'était de l'harcèlement moral et le fait d'être face à la mort et le fait de se sentir isolé avec les effectifs qui n'étaient pas suffisants ont impacté négativement leur travail. Donc, le cadre de travail n'était pas suffisant. Donc, comment recruter? Il faut d'abord penser à la question de la rétention. Donc, on a pensé à l'idée d'un bundle, un cluster de solutions et c'est pour offrir de la protection sociale. Il faut travailler entre les niveaux gouvernementaux et les structures pour donner un contexte où les priorités des infirmiers sont vraiment mis au centre du débat. Donc, il faut avoir des programmes en place, des opportunités pour aborder la résilience au sein du travail. Il faut parler du contexte de travail, parler de la discrimination et aussi les inégalités entre salaires. Donc, il faut avoir un plan d'action qui peut être mis en place à tous les niveaux. Et il faut que les gouvernements nous donnent l'assistance financière tout de suite pour pouvoir mettre en place ce système. Donc, tous les 2 ans, il faut qu'on regarde non seulement l'offre et la demande, mais aussi le turnover basé sur les données factuelles et les définitions claires. Il faut des rapports sur le bien-être dans l'environnement de travail, les motivations de départ des infirmiers. Il faut garder toutes ces informations. C'est vrai que ce problème n'est pas indépendant, c'est dans un contexte beaucoup plus global. Donc, la collaboration transversale va vraiment pouvoir promouvoir la valeur des infirmiers et attirer les gens à s'investir dans cette profession. Et je pense que ça va donner un message très, très fort et je pense que c'est un sentiment senti partout dans le monde. Pam, merci beaucoup pour cette intervention, vraiment renforcer la notion de rétention et surtout la santé mentale. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Donc, nous connaissons beaucoup plus maintenant, mais on ne connaît pas pour l'instant l'impact à moyen terme et à long terme de cette pandémie pour nous et nos infirmiers. Donc, mes collègues, Elisabeth a dû partir parce qu'elle a une autre réunion, mais elle voulait vous remercier pour toute votre contribution très précieuse aujourd'hui. Donc, je vais prendre encore 5 minutes pour conclure cette réunion
je ne sais pas vous, mais je me sens un peu comme si je suis dans un montgolfier, comme si j'ai fait le tour du monde. Comme Jules Verne, on a fait le tour du monde très rapidement, mais je ne vais pas essayer de résumer tout ce qu'on a abordé pendant la réunion. Je pense qu'on a tout dit. Mais Carrie, j'aimerais bien vous demander de donner un petit moment ou parler brièvement sur vos retours. Quelles sont vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit cet après-midi? Et après, on va passer à notre présidente. D'abord à vous, Carrie. Merci Howard. Merci tout le monde pour vraiment vos contributions très précieuses. Ça nous a énormément aidé d'entendre vos perspectives, vos suggestions, vos commentaires. Tout est très important. Ça va nourrir notre travail. On avait besoin d'entendre tout ça pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est maintenant de prendre tous ces retours pour regarder de nouveau notre projet, pour préparer avec les États membres. Donc, il faut vraiment réfléchir sur vos commentaires. Mais ce qu'on espère faire, c'est développer quelque chose qui n'est pas forcément spécifique à votre contexte, mais de décrire les problématiques auxquelles vous faites face. Et vous pouvez prendre tout ce qu'on vous donne et l'appliquer, la mettre en place chez vous. C'est peut-être pas en réponse à des besoins spécifiques que vous avez en ce moment dans vos pays, mais ce qu'on aimerait bien, c'est de focaliser sur les priorités et essayer de faire en sorte que ce soit le plus pertinent possible pour vous dans chaque pays. Donc, voilà ce qu'on va faire. J'espère que vous allez pouvoir faire ça aussi avec ce document. Et je voulais aussi renforcer le fait que, comme a dit Elizabeth tout à l'heure, c'est vrai que ce document va passer à l'Assemblée de l'OMS. C'est la première fois qu'il y a un document technique élaboré par les techniciens et avec les parties prenantes et avec vos retours. Donc, c'est un moment très important. C'est l'Assemblée qui nous a demandé de faire ça. C'est vos gouvernements. Donc, voilà, on sera vraiment visible au centre de leur débat. Donc, si c'est adopté, ça va peut-être passer au stade de résolution. Donc, c'est vraiment le moment là où on va vraiment mettre la pression pour que ce soit visible, adopté au sein de l'OMS. Et je pense que c'est vraiment un moment clé et de penser que vos priorités sont vraiment au cœur de ce document et de votre engagement, de savoir que ça vient de vous. Vous avez vraiment alimenté ce travail. Donc, merci beaucoup et j'espère que ça contribue à vos avenirs. Merci Howard, Annette, merci à toutes les équipes. Vous avez fait un travail énorme et merci à tout le monde pour votre temps aujourd'hui. Carrie, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait par rapport à de la stratégie et tout le reste du travail. Carrie, vous savez bien que quand j'ai entendu les contributions aujourd'hui, vous avez souligné le fait que nous aurons un moment cette année au sein de l'OMS où notre orientation, notre stratégie va nous propulser vers 2025. Mais il faut penser à mi-terme. Qu'est-ce qu'on va faire en 2023 par rapport au reporting, les rapports dont on a parlé, la stratégie de faire le point. Donc, on a parlé de notre prochain rapport de la situation des personnels infirmiers dans le monde. Donc, ça aussi, ça va entrer en jeu en 2023. Donc, il faut vraiment garder en tête ce mi-point entre maintenant et 2025. Pour conclure, bien sûr, on va passer la parole à Annette Kennedy, la présidente. La parole est à vous. Merci Howard. Merci vraiment à tout le monde, à vous tous pour vos contributions aujourd'hui. Tout le monde qui écoute là aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant, très riche ce que vous avez dit, vraiment très pertinent, très créatif et innovant. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à retenir d'aujourd'hui. C'est très frappant, toutes les questions qu'il faut aborder. Et la première question, c'est investir, investir, investir. Leadership, renforcer le leadership pour les infirmiers, du matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'au soir. C'est très important. Il faut vraiment être présent dans tous les pays. Donc, d'avoir les objectifs, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas l'autorité, la responsabilité d'être vraiment impliqué dans l'élaboration de la politique, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment travailler, d'avoir les gens en poste, les positions en chef. Ça ne suffit pas d'être à un autre niveau que les décisionnaires. Il faut vraiment avoir une présence au niveau gouvernemental. On parle de la formation. Oui, il faut être créatif. Il faut avoir les infirmiers qui sont vraiment compétents pour faire face aux besoins de la santé. Et pour l'avenir, pour les pandémies qui vont venir, pour tout ce que nous faisons ensemble. Ce qui est frappant dans ce que vous dites aujourd'hui, c'est le côté créatif que vous apportez à cette réunion. Et surtout quand vous parlez de l'idée du manque de fonds,
de contexte pratique pour les infirmières pour vraiment former et renforcer leurs compétences. Donc, il faut vraiment être créatif dans ce domaine-là. Il faut aussi imposer, obliger les gouvernements à vraiment s'occuper de leur propre pays, de tous les effectifs infirmiers. Donc, voilà, il y a beaucoup de tensions là-dessus. Et voilà, ce que je retiens de vous tous, c'est pas qu'un seul pays, c'est dans tous les pays. C'est pas qu'en Afrique ou aux Amériques. Il faut que les conditions de travail et la paix soient meilleures. C'est pas suffisant pour l'instant pour retenir les effectifs. Il faut protéger, garantir la protection et améliorer vraiment là-dessus. Il faut vraiment travailler sur ce point-là. Et ce qui est marrant, c'est que quelqu'un a parlé d'autres infirmiers. Oui, c'était sur le chat et n'hésitez pas à chatter, on va regarder tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tous les infirmières qui passent à la retraite? Est-ce qu'ils peuvent être vraiment impliqués dans la pratique pour donner les conseils aux étudiants? Il faut vraiment aborder le sujet autrement. Il faut impliquer tout le monde de manière différente. Et ces retraités veulent être impliqués. Il faut mettre en place les systèmes de suivi. Il ne suffit pas d'attendre le feedback ou le retour des gouvernements. Je n'ai pas confiance dans les gouvernements de nous faire un suivi. Je ne pense pas qu'ils vont vraiment investir dans le secteur. C'est à nous de garantir qu'il y a un suivi mis en place indépendant. Et si et quand ils vont accepter d'adopter notre stratégie, là, on va parler d'autre chose. Je pars du principe que oui, ils vont adopter à l'Assemblée, mais c'est à nous après de vraiment travailler. Nous avons collaboré ensemble cette dernière année, malgré COVID-19. Et vous, tous les groupements NNA, vous avez énormément travaillé pour soutenir et protéger vos infirmiers, pour vraiment mettre la pression sur les gouvernements. Et vous nous avez vraiment aidé aussi CII et l'OMS, mais c'est pas fini encore. On n'est pas encore là. C'est pas gagné. Il faut continuer à s'investir dans les infirmiers et former nos équipes et garantir qu'ils ont des postes de haute responsabilité dans la prise de décision et prise de parole. Donc, il faut vraiment qu'on mette la pression sur les gouvernements de jouer leur part et d'être responsables. Merci à vous tous pour tout ce que vous faites tous les jours dans votre quotidien. Merci, Madame la Présidente, de ce résumé très pertinent et concis. Il nous reste encore 30 secondes. J'ai encore quelque chose à dire. Alors, avant Noël, Helen Clark, le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, qui est en tête de cette revue globale par rapport à la pandémie et la réponse OMS, et elle a demandé au CII d'organiser une réunion avant Noël. Il y avait quelques-uns parmi vous qui étaient impliqués dans cette réunion. Et quand elle a présenté son rapport il y a quelques semaines, il y avait aussi les retours des infirmiers pendant cette réunion. Et donc, elle a parlé des infirmiers pendant cette réunion. Donc, elle est obligée de présenter le rapport final au mois de mai à l'Assemblée mondiale de la santé. Et elle nous demande de continuer dans notre contribution pour aider à prendre le recul des infirmiers, des participants. Donc, elle veut mettre en place des petits groupes de réflexion d'infirmiers qui travaillent dans les soins intensifs, dans le soin de santé primaire, aussi ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les pays de bas revenus aux revenus intermédiaires. Donc, la semaine prochaine, je vais vous demander de me donner les suggestions des participants, des infirmiers dans ces contextes-là qui seraient peut-être prêts à faire partie de ces groupes de travail et de réflexion pour aider Hélène. Parce que Hélène, elle est vraiment à l'écoute, elle veut vraiment les retours concrets et je pense qu'elle peut aider notre cause. Donc, elle va vraiment inclure dans son rapport l'avis, la voix des infirmiers. Donc, je voulais juste vous prévenir que je vais vous demander la semaine prochaine de me donner des noms des participants potentiels. Désolée pour le petit retard, mais merci beaucoup à tout le monde pour votre contribution. Et avant de dire au revoir, je pense qu'au revoir, il faut vraiment applaudir nos interprètes pour leur soutien et leur assistance aujourd'hui. Merci à vous. Prenez soin de vous.